Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, Maison symphonique. Tu sais, c'est pas... ça a l'air, on fait semblant que c'est normal, là, mais... quand ils m'ont téléphoné la première fois, là, c'est l'Orchestre symphonique de Montréal. Fait que j'ai dit, sûrement que vous avez fait 819 au lieu de 514. Vous êtes fourré de numéro. Fait qu'ils rappellent. Ils m'ont rappelé, puis on s'est travaillé, puis il y avait dans l'invitation que me faisait Maestro quelque chose de bien intéressant qui était autour de ce moment-là de Noël. Moi, j'ai grandi dans une famille où la musique était assez présente à Noël, parce que la musique, ça appartenait à la maison de ma grand-mère. C'est chez ma grand-mère que ça se passait. Elle avait un piano, elle, qui était toujours assez faux pour qu'on puisse chanter dessus, et elle avait eu 10 enfants, 5 gars, 5 filles, ce qui fait que les gars chantaient, puis les filles, ma tante, jouait du piano. Et ce qui était bien, c'est qu'aucune de ma tante était obligée de performer et d'apprendre les 12 tons, parce qu'ils étaient 5. Fait qu'ils se sont splittés 12 tons à 5. Fait que, mettons, ma tante Aline a joué en do dièse puis en fa dièse. Ma tante Raymonde était surtout bonne en do puis en fa, ce qui fait que selon le mononcle qui s'approchait pour chanter, il fallait mettre là ma tante qui allait avec pour être dans le bon ton. Donc ça, c'était Noël. Ça, c'était Noël.
Puis c'était bien présent, puis c'était là l'affaire. Fait que ça, c'était de la musique. Puis c'est par là, par ce trou-là que la musique est arrivée dans mon affaire. Ma grand-mère qui était une femme très, très propulsée dans tout ce qui était de l'oreille, tu sais, de toute façon. Puis pas juste de l'oreille, elle se berçait beaucoup aussi. Elle était très propulsée de sa partie berçante. Ma grand-mère était une femme berceuse, hein, au départ. Elle avait été greffée a posteriori d'une chaise. Elle avait une chaise. Et puis elle était d'un va-et-vient agressif. Là. C'était pas du petit barçage de Bering. À cette heure, oui, le Bering huilé, puis ça s'en va, donne un coup, tu fais 3 jours. À l'époque, elle restait embrayée. Puis il fallait travailler parce qu'elle avait eu les berceaux taillés à hache, fait qu'elle avait des coches dans le... C'est bon pour la gestion. Puis... L'histoire n'est pas commencée, je me décolle, là. Et... Donc, elle était très berceuse. Elle était berceuse. Et elle craquait, ma grand-mère. Ma grand-mère craquait, mais la chaise craquait surtout à l'endos. Quand elle arrivait au bout du berre, elle craquait. Fait que le crack, c'était un peu symbole de son arrivée à destination. Puis là, il nous restait à espérer qu'elle revienne. Puis, et elle s'enlignait le crack sur le tac de l'horloge qu'il y avait sur le bahut. Ouais, elle était feng shui, ma grand-mère. Elle tuait le temps. Fait qu'au lieu du tac, on entendait le crack, puis le tic. Elle tuait la moitié. Elle tuait pas tout le temps, là. Il a fallu qu'elle marche trop vite, elle a fini par revoler sur le prélat. Mais elle tuait toujours bien la moitié. Et le restant des secondes, elle se les dépeçait avec ses aiguilles. Elle tricotait, elle, dans le sens des aiguilles d'une montre. On y entendait cliqueter les affaires pour faire des couvertes. Des petites couvertes. Qu'on a tous les enfants, les petits-enfants, qui sont nés du vivant de ma grand-mère, ont encore aujourd'hui la petite couverte qu'elle tricotait. Grand-maman, qui avait toujours à portée de main son tourne-disque, une table qui vire, qu'elle appelait, un pick-up. Puis elle avait une pile de disques western. 36 disques de musique western country. Scratché, ses 4 faces, il n'y en a pas un qui sautait pas. Les 36 disques sautaient de la gang. Il y en a un qui n'était pas du western, qui était de la musique classique. Du côté A, Beethoven. Je me rappelle pas du numéro qu'il portait dans cette version-là, là. Ce qui était le fun, c'est que Beethoven, chez ma grand-mère, il sautait. Ce qui fait que ça, il écoutait ça quand son diabète était haut, parce que ma grand-mère avait développé une forme de diabétisme par conviction, et au bout de 3/4 d'heure, nous autres, on pensait que Beethoven, ça se jouait pas à baguette, ça se jouait au coup de poing, parce qu'au bout de 3/4 d'heure, il y en a un qui fait ça sur le tourne-disque pour que l'aiguille rentre à domicile. Puis il y avait l'autre bord. L'autre bord, c'était la face B, la plus douce. Celle-là, pour les soirs d'hiver, les longs soirs, quand le soleil va se coucher vers 3h, 3h15. Là, se descendait. Le sucre à 2, 2,5. La sérénade de Schubert. Elle sautait pas. Schubert, ça, c'était comme si on avait déposé de l'huile sur la rondelle de vinyle. L'aiguille flottait là-dedans, se rendre jusqu'au bout. Là, le tricot prenait une autre dimension. On aurait dit que le prélat se mettait à faire des vagues dans la cuisine. Ma grand-mère, navigatrice au long cours, le reflet du ciel dans le ciré du plancher. Les mailles devenaient louches, on pouvait se planter les doigts dans le tricot, comme si elle nous mijotait des petites bordées de neige douces.
Ma grand-mère disait des histoires, donc. J'ai bu beaucoup à cette bouche. C'est une femme qui était très propulsée du verbe. C'était son moyen de locomotion. C'est ça. Elle était buccalement. Son trou de bouche. C'est son trou qu'elle a choisi. Elle, la bouche, c'est le trou qu'elle avait choisi d'utiliser le plus dans ses rapports avec les autres. Elle dormait la gueule ouverte pour rien manquer. Elle était toujours en pied d'alerte. Et elle comptait beaucoup. C'était une comtesse. Et elle avait des rituels. Vous êtes assis, vas-y trop. C'est le fun de vous asseoir quand je décolle. Alors, elle avait des rituels elle partait pas dans un conte sans faire d'avertissoir de départ. Tu vois? Des fois, elle allait mettre ses dentiers, par exemple. C'était rare. C'était très rare. Elle était très libérée. Ma grand-mère, au niveau de la gencive, était plutôt nudiste, mais dans certains moments, elle sortait son... C'était un héritage. Elle sortait pas souvent parce que c'est un héritage qu'elle avait eu autrefois, ces dents-là. C'était la 9e génération de Christ Stradivarius qui avait zigonné ça. Ça venait de Normandie. C'est l'UNESCO. L'UNESCO courait après pour arracher dans la gueule. Ils voulaient la classer bijou de famille du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est pas ça. Et c'est même pas ça que je voulais te dire, Maison symphonique. C'est pas ça qui te concerne. Toi, ce qui te concerne, Symphonie, c'est ça. C'est que moi, le rituel que je préférais, c'est celui qui consisterait d'aller dans le grenier de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère était habitée d'un grenier, OK? Qu'elle avait été l'afflublée. Elle avait été afflublée d'une juxtaposition de l'architecture, de son architecture, OK? De sa demeure respective. OK? On comprend pas tout, mais fais la moyenne, OK? Elle avait un 3e étage, c'est ça que j'essaie de te dire. Elle avait un 3e étage. Elle avait un 3e étage dans lequel elle s'était installée sa pièce secrète. Et c'était une pièce où on ne pouvait pas aller souvent. Okay? Par rapport à l'isolement, elle n'était pas isolée. Okay? Il n'était pas isolé. T'étais sa tôle. T'étais tout de suite sa tôle. Fait que tu avais le dessus à merci du doigt. Donc, l'hiver, il faisait trop fret. Puis l'été, il faisait trop chaud. Fait qu'il fallait vraiment tomber d'un transitif pile. Tu vois, tu y allais d'un série ou d'un pomme. Elle savait. Ma grand-mère était très alerte du kilopascal. Quand c'était le moment, elle disait, viens-t'en, on va aller en haut. Puis là, on gravissait. Moi, je m'accrochais sur elle. Puis on gravissait l'ascension. On montait pas d'un coup, là. Tu montes pas d'une traite au 3e étage. T'en un peu. L'ivresse des altitudes. Hein? Les oreilles te pop quand tu pognes la couche d'ozone, là. Donc, il y avait un palier de décompression dans la chambre de ma grand-mère. Okay? C'est le même principe que le Kilimanjaro. Tu arrives dans ta chambre, tu t'assis sur ton lit, tu te dessouffles. Alors là, ma grand-mère... Puis là, moi, pendant ce temps-là, je poussais à la table de chevette. Or, le lit, il y avait la table de chevette, là. Je dégageais ça, puis il y avait la porte du grenier à l'arrière, qui était barrée qu'une clé. Elle sortait la clé, elle avait une petite clé dans sa poche de sa blouse. Elle débouchait le cadenas, puis on attaquait le dernier escalier qui nous menait dans les chevrons, dans le pignon, qui était sa pièce secrète, je vous dis, sa pièce à conviction. C'est ça, c'était sa pièce à conviction. Des preuves. Il y avait des preuves là-dedans de toutes les histoires. Il t'avait un ramassis de gogos, puis de cossins, et chaque objet dans le grenier avait une histoire. Ouais, ça marchait de même. C'était des réminiscences qu'on appelle. Regarde, je te dis un beau mot. Réminiscence. Hein? Comme chose qui fait ça. Proust. Hein? Proust. Marcel Proust. Il habitait pas à Saint-Élie-de-Caxton, Marcel Proust. Je ne sais pas ce qui restait. Dernier de Saint-Paulin. Mais puis c'était ça, lui, Proust, son affaire. Son problème, c'est que Proust, il mangeait un gâteau blanc, là. Il partait d'un délire de 1000 pages de texte sur le temps perdu. Tu sais, il exagérait. Proust, moi, te le dire, moi. Ils ont dit Proust, mais Proust égal, mon Marcel. Parce que là, ils ont dit, il n'y a plus personne qui va t'inviter à souper à manger de même. Fait que ma grand-mère, c'était ça. Elle proustait léger. Elle avait une petite histoire sur chaque objet qu'il y avait là. Il y avait une boîte de photos en sépia. 221 photos, il y avait 221 histoires.
Elle avait une boîte des joies de tôle. Des joies de tôle, un petit carrousel de tôle, une petite pesée de tôle, pour que les enfants trippent. Puis elle avait un paquet de cartes, un jeu de cartes, qui manquait une carte dedans. Puis une fois, j'avais mis la main sur une boîte à souiller. J'avais jamais fouillé dedans. Je me rappelle comme si c'était de main. Je rouvre ça. J'avais 11 ans. C'était une collection de boîtes à musique. Toutes les petites boîtes à musique à manivelle, comme des moulins à poivre. Elle m'a conté que cette collection de boîtes à musique-là avait appartenu autrefois à Lurette. Lurette, qui est une fille qui habitait à Saint-Élie. Lurette, je sais pas si ça dit quelque chose, toi. Hein? Non? La belle Lurette. Des fois, on dit belle Lurette, ou ça fait le même. Non? C'est pas grave, ça fait longtemps. Et alors, elle, moi, Propopoff me disait rien non plus au début, quand j'ai commencé avec la symphonie. Alors là, Lurette, c'était la fille du forgeron Riopelle. Tu vois, Lurette Riopelle. Elle était belle. C'était ça son travail, tu vois. Elle s'occupait d'elle. Elle s'auto-occupait, puis elle se prenait soin. Elle était d'un esthétisme qui se multipliait vers elle-même. Elle avait le gène exponentiel. Et elle poussait. Elle était toujours de plus en plus belle, en emmieutement permanent. Elle avait été forgée dans un lingot d'or, que l'histoire disait. Ça lui faisait une peau dorée, comme un soleil, avec des yeux de lune. Son père, il avait mangé deux grands yeux de lune, après ça, avec des petites étoiles de brillance là-dedans. Belle. Il y a un problème au niveau des proportions qu'on aurait pu noter. Elle avait des grandes oreilles, OK? Puis pas des grandes oreilles, comme des fois, on va se faire couper les cheveux, on se dit, j'ai des grandes oreilles, là. Deux scrapers à neige canadienne tailleur pré-souffleuse. Oui. Fait qu'elle entendait des affaires, hein, c'était ça, son gros fun. C'est qu'elle mangeait de même en Star Choice Permanence, elle captait de l'information que nous autres, on peut pas capter, là. Elle manquait une émission, elle l'écoutait seule de Vancouver. Alors elle... son père faisait un jardin, elle était à promener folle, il plantait un radis, elle n'avait pas une semaine à pas dormir, à entendre germer ça, un radis. Il changeait d'idée. Le bonhomme, des fois, là, 2-3 jours d'affilée, il était en spring, là, il changeait d'idée 3-4 fois. Elle entendait comme un bruit de cloche d'idées. Ouais. Et son grand plaisir, à la belle Lurette, c'était d'entendre son père attaquer les cantiques de Noël. Quand arrivait le temps des fêtes, le début de décembre, le bonhomme, il sortait le tuyau chantant. Parce que c'est lui qui faisait le cantique à la maison de minuit. Le forgeron Riopelle. Il y avait une voix, là, il dit voilà, c'est le stentor. Ça venait du stentor, ici. Tu vois? L'appendicite, en fait. C'est ça, il chantait de l'appendicite. Il y en a qui chantent du nez, lui, il chantait de l'appendicite. Parce que lui, il s'était fait opérer. Il était très fragile de l'appendicite. C'était son talon d'argile. Et lui, il s'était fait... il l'opérait une fois par année, Dr Cossette à Charette. Fait qu'au moment donné, il a dit, Dr Cossette, là, le rouvrir tous les ans, c'est l'ouvrage. Il a posé un snap, puis il dit, ça va être plus facile d'une fois à l'autre. Fait que le forgeron, quand il tombait dans le calendrier de l'Avent, il se dessinait un peu le cicatrisme, puis avec un pic à fondu, il allait se la chercher. Juste la sortir ici, là, ça paraît pas, là. Puis juste à se la virer de même, là. Il venait le trémolo, là. On va prendre la note avec l'orchestre. On va prendre la note. Monsieur Moisan. C'est Monsieur Moisan. Mozart. Moisan. Je me fourre entre les deux. Là. Le la, le vrai la? C'est-tu le vrai, ça? Oui. Tu vois, ça, c'est l'appendicite sévère, monsieur Moisan. Il est né, le divin enfant. Elle venait, la petite, là, le poil chez les bras. Elle avait trouvé un truc, depuis quelques années, pour s'agrandir ça encore plus, puis jouir encore plus de Louis. Elle demandait à sa fête, à Saint-Jean-Baptiste, à Noël, tous les fêtes, une petite boîte à musique de plus pour sa collection. Elle se virait ça de même, là.
au-dessus de l'oreille, comme pour s'assaisonner la corolle, se faire grandir la pétale auditive. Cet hiver-là, il a fait fret. C'est l'année qui a fait fret, là. Hein? Je sais pas si vous avez entendu ça, l'année qui a fait fret. On dirait que plus ça va, plus il a fait fret. Cette année-là. Il a fait un fret, pas froid, là, fret. Du fret. Fret, fret! F-R-E-T-T-E. N-T. Au pluriel. Nouveau il fret. Un fret à vous péter les dents dans la gueule, du moins 75, moins 80 degrés, chercher la boule rouge de mercure dans le village. 14 à 15 pieds de neige à l'heure. À l'heure. T'as pas des flocons, ça tombe en galette d'un pied. Pouf, pouf. Cherchez-vous là la graine, Madame Sirène, hein? Un matin, la belle lurette a dit « Papa, j'aimerais ça aller attendre l'autobus. » L'autobus n'existait pas. L'autobus n'existait pas à l'époque. Pas grave, une idée d'enfant. Une fois, j'aurais dit, vas-y, attends l'autobus. Puis elle se braque sur le trottoir, puis elle voit venir ça. Une bourrasse de vent qui fait flacoter de l'oreille, puis le vent qui grossit, puis la bourrasse qui emporte l'urette, qui se met à tirer d'oreille, à poncer sur le village. Dernière chose qu'on voit, les petites bottes à l'urette dans la vitrine de la cuisine. Au vent, la belle lurette! Au vent! Ah ouais! Quelques heures plus tard, le forgeron a retrouvé sa fille. Elle était rendue dans le fond du 7e rang, au ras de la ligne avec Saint-Boniface. Il y a un tourbillon de neige qui l'a ramassée. Elle était molle, elle était toute molle, comme une loque. Molle comme une loque. Je sais pas c'est quoi précisément une loque, mais ça doit être mou. Hein? T'appelles pas ça une loque, ça se tient drette, là. Il a ramené le forgeron, il l'a installé dans son petit lit, la belle lurette. Elle avait rien de cassé, lurette. Une affaire. Elle avait une petite couche de frima sur les 2 lobes d'oreille, ici. Sa hanche, elle avait un lobe ici, elle, là. Elle se mettait un lobe dans ses poches, l'hiver, quand elle avait trop frais sur le bout des oreilles. Une petite couche de frima de chaque bord, comme la couche de frima du matin, là, dans le vide du char, là, celle qui se défait à la carte de débit, là. Puis l'affaire était si bien faite que la maison du forgeron était isolée comme faut. Il faisait plus frais en dedans qu'en dehors. Ça fait que ça n'a pas été long que le givre a suivi la spirale du pavillon de l'oreille pour tranquillement s'en aller vers le cœur de l'affaire. Puis arrivé au 2 ou 3 décembre de cette année-là, la lurette avait une couche de glace sur les 2 tympans, les 2 points sensibles fermés. Elle se lève un matin, souple comme un pote, comme un ami.
En France, je dis ça. Elle était sourde comme un ami. Elle vit dans un silence de glace. Elle vivait à Mute. La tombe. Elle se lève. Elle arrive dans la cuisine. Son père était debout. Il était prêt à chanter. Elle, pour qui le plaisir, c'est d'entendre, c'est d'écouter, qui se retrouve privée de l'affaire, ben la lurette n'a pas toffé. Puis elle a choisi de se laisser mourir. Elle a arrêté de manger. Elle s'est mise à pâlir, à pâtir, à dépérir, à crochir, à tousser à creux. Avec du bouillon, à tout ça cru avec le bouillon qui se décroche quand ça se secoue, là. T'es sourd, c'est correct, mais les autres, pense aux autres. Elle se traînait toujours une grande garligne de morvette au bout du glaçon. Il disait, le forgeron, il disait... puis les jours passaient, puis lui, il se décourageait de voir sa fille s'en aller dans le désespoir vers la mort. Puis que la belle lurette se réveille un matin, elle se traîne les pantoufles jusque dans la cuisine. Puis elle dit, « Papa, j'ai fait un rêve. Papa, j'ai rêvé à la magie de Noël. » Elle dit, « Papa, si la magie de Noël m'offre une tuque cette année, une tuque qui me fait, moi, j'y créerais pour le restant de mes jours. Papa. » Le forgeron, qui était tout ravigoré par l'espoir de sa fille, il dit... Elle s'en retourne dans son petit lit. Puis lui, il met ses bottes à crampons, puis il se garoche une claque sur la fesse. Ah ouais! Le forgeron, il part. Monte le chemin Saint-Louis. Arrive au stop à gauche. Puis l'entrée du domaine, le domaine de la sorcière. La bonne femme, la sorcière de Saint-Élie-de-Caxton, qui était une haute chevalière de la tricote. Une grande maille de la descendance des araignées. La bonne femme, elle tricotait, elle, là. Puis elle faisait sa propre laine. Grâce à une machine Starfrit, elle avait un moulin. Un moulin. Parce qu'autrefois, elle avait fonctionné avec le rouet, le dévidoir, puis l'ourdissage, puis le cardage, puis le berlificotage. Mais à cette heure, Starfrit, il avait patenté une affaire, brevetée, évidemment, je vous dirai pas les secrets contenus dans la Starfrit. C'était une boîte blanche avec 2 manettes rouges. Tout passait dedans. Tu rentrais du poêle, sortais de la laine. OK? Mettons, exemple, m'a te faire d'illustration symphonique. Mettons qu'il y a un mouton qui passe pas loin. Okay? La sorcière, elle sortira de la chaîne, elle se cachera de la chaîne. Quand le mouton passe à portée de poignage, elle criait. Tu cries, faut que tu cries. Tu cries n'importe quoi. Faut que saisisse. Faut que le mouton saisisse. Okay? Elle criait « Vive la France ». Mais chacun peut crier qu'est-ce qu'il veut. OK? Vive la France! Vive la France! Là, le mouton, il se tâle. Parce que le mouton, vive la France, c'est avec trop de conviction. De même, il vient avec un strabisme flou. Puis. Elle avait une montée d'adrénaline. Elle se garochait sur le mouton. Puis là, elle arrachait ça en poignée du poil, jusqu'à temps que le mouton comprenne. Parce que maintenant, le mouton, là. Vive la France, là. Il était prêt à se faire éplucher au grand complète. Hein? Il se strabisquait dans le bon trou, puis il partait dans la gambade éloignée. Elle récupérait le poêle qu'elle avait réussi à décrocher sur la bébite. Elle mettait ça dans l'entonnoir sur la machine Starfrit, parce quoi, petite manette. Là, il se mettait en branle l'engrenage, le système de poulie. Puis tu voyais sortir dans le petit trou sur le côté de la machine, ça sortait de là, une petite laine. Fine. Douce. C'était presque incroyable. Mais cet hiver-là, il a fait fret. Il n'y en avait plus de moutons dans la bergerie d'alentour. Par chance, les voisins, il y avait un petit chinsu. Hein? Les chinsu, là. Les chiens que ça pousse à mesure que ça jappe, là. Un soir, les voisins étaient partis à la féance. Elle a sorti à la grande puise de la piscine, elle a agrafé le chinsu à distance. Elle a épluché le chinsu. Elle a déposé la pleure dans le... Une petite laine, fine, douce. C'était presque incroyable.
Mais cet hiver-là, il a fait fret. Elle a tout pogné ce qu'il y avait de lapin, d'écureuil. Elle se promenait dans les allées de l'épicerie, un bout de cheveux de femme, un bout de barbe d'homme, masse à la machine, brasse la machine, la laine, fine, douce. Presque incroyable. Il a fait fret. Il n'y avait plus de poêle. La machine virait dans le vide, 24 heures sur 24, jusqu'à s'épuiser le store frites. Tout le monde avait eu sa tuque, sa mitaine, son foulard. Tout le monde était bien, sauf Fleurette, dans son silence de glace. Le forgeron, il dit « Madame, ça me prend une tuque pour le 24 décembre à minuit. Autrement, ma fille, elle ne croira plus jamais à la magie de Noël. » La bonne femme a dit « Plus de poêle. Il n'y a plus de poêle. » Elle a dit « Forgeron, trouvez du poêle, on va vous faire une tuque. » Ben, le problème, mon cher maestro Nagano, c'est que le forgeron, il était chauve. Je m'habitue pas qu'il y a du monde en arrière, pareil, hein? C'est des auditifs, souvent. Fait qu'on va récapituler un petit peu pour en arrière. À date, là où on en est, la lurette des oreilles gelées. Ce que ça prend, c'est du poêle pour la sauver, faire une tuque, puis le forgeron, il n'a pas. Il n'a pas cette ressource première, ne le concerne pas. Au petit matin, cette semaine-là, 3e banc à l'église, le forgeron rit aux pelles, en costume de bain. À moins 40, moins 50, hein? À Saint-Élie, quelqu'un en costume de bain, moins 50, là, ça paraît, hein? Il avait sorti, parce que lui, il avait eu l'idée. Il était allé fouiller dans sa commode, dans le 3e tiroir. Il avait sorti de là son vieux maillot de bain, du temps qu'il était garçon, puis qu'il allait à la plage. Un vieux maillot de bain stretché. Sexy, stretché. Puis plus le temps avançait, plus il stretchait, moins il sexait.
J'y avais pas pensé avant de le dire. Alors, c'était en cuirette, un costume de bain de cuirette d'agneau. Cuirette d'agneau, hein? Renversé, de l'agneau renversé ou introverti. Ou c'était un agneau très introverti qui recipait la laine par en dedans, ou il avait été viré à l'envers après. Il y avait le dos interné, et ça partait ici, au-dessus des genoux. Toute l'audace étant là. Monsieur se promenait le ménis à l'air. Ça montait, stretchy, sexy, d'un moulin surprenant. Et c'est un vieux siège de Volvo. En fait, c'est un vieux siège de Volvo S60 qu'il avait récupéré. Il s'était taillé de quoi là-dedans. Puis ça montait pour se fendre ici, dans le vertical, puis devenir deux bretelles stretchées sexy qu'il avait faites avec la ceinture de sécurité. Ici. Puis le problème, c'est pas tant qu'il porte ça, mais c'est que l'évêché n'aimait pas beaucoup. En plus, qu'à tout bout de champ, il se retroussait à la bretelle, puis il se renfrougnait à la main pour hein? On veut pas trop savoir, Symphonique, qu'est-ce qu'il faisait, OK? Les jours et les semaines ont passé, ce qu'on a su, c'est que le 24 décembre au matin, le forgeron est retourné chez la sorcière du village, la tricoteuse, avec une boule de mousse poilue, okay? de nombril, de la mousse de nombril. Okay? Tout le monde en a. On n'aurait pas fait ça ici ce soir si on n'avait pas lu sur le sujet. La mousse de nombril, je vous parle pas de la crasse, Symphonique. Je m'adresse pas à toi en tant que crasse, je m'adresse à toi en tant que mousse de nombril noble. Okay? Il y a des études qui ont été faites au Danemark. Et le Danemark, c'est un pays qui s'appelle comme ça, et il y avait des chercheurs qui n'avaient rien à faire, je crée bien, cette semaine-là, ils ont dit triper. Alors, ils ont fait une étude sur les nombrils. Et il est prouvé que tous les êtres humains, okay, peu importe ton continent de préférence, ont un champ magnétique inné qui pogne la mousse. Disons que tu mets un foulard en laine. Okay? S'il y a une mousse qui est considérée comme une menace pour ton intégralité physique, le champ magnétique te l'agrafe et te la dépose. OK? C'est comme un filtreur de piscine. C'est le même principe que ton filtreur de ta piscine. OK? Tu passes pas à balayeuse tous les jours dans ta piscine. Tu devrais pas prendre ta douche. On devrait pas se laver plus qu'une fois aux saisons. On considère au Danemark que tu te vides le nombril en rentrant chez vous et l'hygiène minimum est respectée. Alors, lui, le forgeron, il avait le champ magnétique assez violent. C'était rendu qu'il n'y a pas un voisin autour qui va mettre des bas de laine. Tu te sentais aller toute la journée chez le forgeron. Tu finissais par aller boire un café dans la veillée. Donc, il y avait le trou de bédaine qui pétait comme un popcorn d'un trou de volcan. Alors, et puis là, il mangeait mettons, un soir, il mangeait une canne de bête. Il faisait de la mousse rose. Puis demain, il faisait des expériences, tu vois. Au bout de 3 semaines, il se retrouve avec sa boule de mousse multicolore. Il arrive chez la sorcière du village. Il dit, Madame, regardez, ça me prend une tuque pour asseoir, minuit. Autrement, ma fille ne croira plus à ma gina. Elle dit, mets toi-même, là, dans la machine. Elle s'attelle ses manettes. Une laine. Pas fine et pas douce du tout, mais très incroyable, quand même. Elle a tout filé la motte. Quand elle a fini ça, on est vers 5-6 heures, à l'heure du souper. Elle s'est assise dans sa chaise berçante, une chaise tricoteuse. Les chaises berçantes qui n'ont pas de bras, là. On appelle ça des tricoteuses. Pas se péter les coudes. Bonne femme, quand il décollait, elle aurait pu démarcher le... Et madame, ça me prendrait à tuque pour minuit. Elle a conseillé 2 antennes de la TV. Elle a fait un nœud sur l'UHF. Elle s'est plantée levée en travers, puis elle décolle. La bonne femme a tricoté de même. À la vitesse de l'éclair. Les flémèches pétaient ses antennes de la TV. La poignée RDS, on le pointe pas encore aujourd'hui, là, que je te parle. Elle tricotait la bonne... Il n'y a pas un assureur qui vous la delle. À la vitesse qu'elle allait, là, s'il avait fallu qu'elle se fasse un nœud d'un majeur, elle implosait. Elle aurait implosé sur elle-même. On l'aurait retrouvée assise d'un dé à coude, en train de fumer une cigarette. La bonne femme, un full face de motocross sur la tête, des lunettes de ski, ça y allait à hausse. Elle tricote une bonne partie de la veille quand elle se retrouve avec une belle bonnette. Puis là, il restait ça, là. Hein? Tu gardes pas ça dans la maison, les odeurs puis la vermine.
Fait qu'elle continue à tricoter. Puis elle a ajouté sur la tuque 2 grandes oreilles molles. Chaque bas, elle s'est dit, ça va être chaud. Lurette, elle va s'attacher tout sur le menton. Puis la tuque était prête. 11 heures le soir. La tuque était prête. Elle donne ça au forgeron. Il dit, merci, madame. Il se plante la tuque en boule sur le bras. Puis il remonte vers le village. Face au vent. Marchait face au vent. Elle marchait de même. En italique. Il marchait en italique. Souligné. Il avait tombé de la neige. Il y avait les oreilles molles, la tuque qui battait au vent. Il arrive chez eux, il rentre dans la maison, il s'approche de la chambre de la petite pour être sûr qu'elle dormait. Là. Il entendait son souffle. Régulier. 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 Il s'est approché du lit. Doucement. Sur la pointe des cils. Il a planté la tuque sa caboche. Il a attaché les oreilles molles sur le menton. Tiré un joint de mono. Il restait un fond de gomme de mono. Il a tiré un beau joint de mono tout le temps. Puis il est venu dans la cuisine pratiquer son hit. La toune du minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Dans la chambre, il y a une chaleur qui s'est installée sur les lobes d'oreilles à Lurette. Où l'homme Dieu descend. Tranquillement, le front chaud a suivi la spirale du spring du pavillon de l'oreille jusqu'à nous. Pour se rendre jusque sur les tympans, où c'est que la glace sur les tympans s'est mise à fondre. À minuit moins 5. Donc à minuit moins 5, la glace commence à fondre. Regarde bien ce que je vais te faire. Minuit moins 5, minuit moins 4, minuit moins 3. OK? M'arrivez juste. À minuit, là, m'arrivez là, OK? Quand d'oreille, là. Depuis lundi qu'on le pratique. Tu vois, j'arrive. Moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, minuit pile, les 2 dernières petites gouttes. Puis elle a entendu son père attaquer la note du minuit chrétien. La note, là, tu sais, le dernier Noël en haut dans le pit, là. Noël! Il y avait l'appendicite cloué sur la table du salon. Il était rendu bout dans la cuisine. T'avais un mince fil vibrant d'appendicite. T'aurais dit une chanterelle de 40 pieds de long. La Lurette est arrivée dans le salon. Elle a levé la punaise sur la table. Il s'est resnappé le trou, le forgeron. Il a vu venir sa fille, qui avait repris ses étoiles dans son regard. Son bleu d'aurore boréale qui l'a regardé. Elle dit, papa, je vais y croire pour le restant de mes jours à la magie de Noël.
Ma grand-mère est décédée en 1994. Et ma grand-mère habitait avec ma tante Clémence, une de ses filles, qui était restée vieille fille. Fait que quand ma grand-mère est partie, la maison est restée intacte. Parce que ma tante Clémence est restée là. Puis dans sa nostalgie, Clémence, elle a fait que rien qui a bougé. Cette année, ma tante Clémence est morte. Il a fallu procéder, avec 17 ans de retard, à vider, dont le grenier. Et j'avais mis la main, sans savoir que ça se retrouverait ici, sur un paquet de tucs. Elle n'est pas là pour me le confirmer, mais j'aime bien penser que ça serait peut-être en bonne partie des tucs que la sorcière du village aurait tricotés. Il y en a une parmi le paquet. Je te l'explique pas, symphonique, là. Ça ne peut pas être fait pour le marché, là. Tu te dis que c'était une commande spéciale. Hein? Ça, c'est le moment que je préfère. Je vais vous dire une affaire. La belle lurette a cru à la magie de Noël. Puis, pour être sûre de ne pas se tromper, elle a cru à tous les contes, toutes les histoires, toutes les légendes qu'on pouvait y raconter. Et de ce jour-là, les gens du village ont suivi l'exemple. À l'heure où on se parle, les 1760 hommes recensés de Saint-Élie-de-Caxton croient aux histoires, aux contes, aux légendes. On ne croit pas à ça comme on croit aux sciences exactes, puis à la loterie, puis aux météos, là. Mais on y croit comme une manière de se donner une petite fente de brillance quand les jours sont trop gris. On croit aux contes. Puis, je vous dis, je ne sais pas si c'est l'effet du hasard ou l'effet de serre. Mais depuis qu'on croit aux contes, il n'y a plus personne qui se gèle les oreilles à Saint-Élie-de-Caxton. Vous ferez comme vous voulez. Avant hier, j'étais en auto, je m'en venais vers Montréal, puis annonçait à la radio que les vents venaient de changer. Puis ça annonce que le mercure chute dans les jours qui viennent. On prédit un hiver rough, dur. Les nids de guêpes étaient très hauts cette année dans les arbres. Ça veut dire qu'il va y avoir bien de la neige. Ce serait plate de vous geler cette partie-là, qui peut être si agréable. Il en sera à votre guise d'y croire ou de ne pas y croire. Pour ma part, je vous souhaite de joyeuses fêtes, bien frettes, bien blanches.
Écoutez, on n'avait rien de prévu. Mais on va improviser maintenant qu'on se connaît bien. C'est déjà... J'ai eu en héritage de ma grand-mère, quand ma grand-mère a fait son décès, son testament. Les deux, en fait. Quand elle a fait les deux, moi, c'est ça que j'ai eu, moi, mon héritage. Je comprends ta réaction. J'étais très déçu. Moi, tout, j'étais déçu, c'est tout. Okay? Mais après j'étais content, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le coffre de silence de ma grand-mère. C'était sa boîte de silence. Ouais, elle ouvrait ça, parce que ma grand-mère, elle en avait des boîtes à musique. Oui, mais elle avait une boîte à silence. Parce qu'il y a des fois où on faisait trop de bruit, elle rouvrait sa boîte, puis là, il fallait écouter. Le silence. Parce que ma grand-mère, elle disait que c'est dans le silence qu'on fait les plus belles musiques. Puis elle disait aussi que c'est dans les musiques qu'on fait les plus beaux silences. Ouais. Elle disait pas comme ça. Elle disait pas comme ça exactement, mais c'est ça. Elle disait, rouvre la boîte, ferme ta boîte. C'est ça qu'elle disait. Elle disait, rouvre la boîte, ferme ta boîte. Okay, mais je métaphore. J'étais de métaphorer un peu. Les gens ont payé. Quand les gens payent, là, tu métaphores un petit peu parce que... Alors, fait que je vous fais une expérience. Surtout qu'on n'arrête pas de vanter l'acoustique de la maison symphonique. Je l'ai essayé tout seul. On l'a essayé tout seul mercredi, ça a très bien marché. On va voir avec du monde ce que ça donne. Je vais ouvrir la boîte. Je vous promets, symphonique, que si personne parle, si personne bouge, si personne tousse, si personne rit, si personne sonne, vous allez entendre le silence qu'il y a dans cette minuscule boîte. Je vais la mettre près du micro. Je ne suis pas un imbécile, là. OK? On est 2000. OK? Attention, je l'ouvre. Prenez-en une dose, là. C'est samedi. Hein? OK? Les jours de semaine, on fait moins long, mais là, on peut faire 10 secondes, mettons. C'est parce qu'au début, c'est malaisant. Des 3-4 premières secondes, hein? Mais après, il se passe quelque chose. Attention. 1, 2, 3. Je vais t'amener où c'est silence pour entendre juste la murmurance de ta voix une fois. Je m'en vais t'amener où il fait noir, juste pour voir la petite brillance dedans tes yeux, un feu. Il y a plein d'affaires qu'on dira pas. Il y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. Je m'en vais t'amener dans un désert, grand comme la mer, te voir courir à peindre l'horizon. Il y a plein d'affaires qu'on dira pas, il y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. Je m'en vais t'amener devant la mort, quand la vie part, voir si ton cœur battra l'amour encore. Plein d'affaires qu'on dira pas, et on a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit
je meurs. Je m'en vais t'amener aussi silence. Nous autres, ce qu'on appelle la symphonie à Saint-Élie, c'est le chant de Madame Sirène. C'est une femme qui a la passion de l'onéritro-laryngologie et qui voit les oiseaux. Elle connaît les oiseaux, qu'est-ce qu'ils mangent, et leur nom et tout ça. Il y a une année où elle avait poussé fort dans l'achat de graines de tournesol et Mme Sirène, elle venait faire ses commissions du garde. Elle ne dépassait pas 3-4 km/h, sinon les graines, ils partaient au vent. Et tu avais la nuée d'oiseaux, de geais bleus, de mésanges qui se mélangent et de toutes sortes de noms qu'elle savait par cœur, qui suivaient. Puis on entendait chanter le char de Mme Sirène. Ça, c'est les chants de la sirène. C'est le plus près qu'on a de la symphonie, du cœur, du tout ensemble. Tu vois?